Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez tous les matins en direct à 11 h sur Bismart. C'est l'émission qui pousse les portes du monde de l'innovation et questionne la nouvelle société numérique. On va démarrer, je vous propose, avec la question de l'intelligence artificielle et ses déploiements accélérés. On parle souvent du machine learning, cette capacité qu'on donne aux machines à apprendre. Eh bien, il y a une autre forme d'IA qui s'appelle l'IA symbolique. On verra de quoi il en retourne, quel est son impact aujourd'hui sur le marché du travail, son arrivée en entreprise, comment il modifie finalement la manière dont on interagit avec ces machines. Ce sera le sujet de l'interview avec Thomas Solignac qui est installé en plateau à mes côtés. Et puis au cœur de cette émission, autre interrogation, c'est qu'en est-il de la sécurité réelle offerte par la blockchain? On dit que c'est la technologie ultime de sécurisation des transactions. Pourtant, je constate qu'il y a de nombreux piratages, des vols de bitcoin, de crypto-monnaies. Alors, comment cela est-il possible? Je demanderai à mes experts de nous éclairer sur le sujet. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec l'alerte cyber. Damien Bancal était au Forum international sur la cybersécurité. Il a animé une compétition à la fois ludique et unique en Europe dédiée au hacking éthique. C'est une autre façon de recruter des nouveaux talents dont nous avons extrêmement besoin pour nous protéger. Et on conclura évidemment, comme tous les lundis maintenant, par un reportage. Ils font demain. Aujourd'hui, on fera un focus sur l'un des précurseurs du rétrofit en France. C'est une technique qui consiste donc à modifier un moteur thermique en moteur électrique. Mais d'abord, donc place à l'interview. Je suis en compagnie de Thomas Solignac. Bonjour. Vous êtes président, cofondateur de Golem.ai. C'est une start-up qui conçoit, distribue aux entreprises de l'IA, qui est spécialisée dans la lecture automatique de documents. On va déjà peut-être donner quelques exemples concrets de cas d'usage pour les entreprises qui utilisent votre technologie, qu'on comprenne vraiment à quoi ça sert ce que vous faites. Oui, absolument. Alors, avec la digitalisation, les entreprises elles se sont mises à avoir de plus en plus de data. Quelle est la source de data numéro 1 dans les entreprises? C'est du texte. Donc, c'est des documents, des emails, des choses comme ça. Tout ce qui, en fait, est du texte libre, il va falloir à un moment donné le traiter, l'automatiser pour que ça aille plus vite. Et en fait, Golem.ai, on est spécialisé sur cette question-là. C'est-à-dire qu'au lieu de faire lire le document par les humains, on le fait lire par une IA. Exactement. Et alors, c'est ça. C'est principalement les documents et les emails. C'est les deux grandes choses qu'on fait. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, votre métier, c'est de lire un document et que ça prend 1 heure, mettons, ça va plutôt prendre 15 minutes parce que vous avez une IA avec vous qui, en fait, va chercher dans le document l'information qui est importante. Alors, je dis l'information, mais en vrai, ça peut être 30, 40, 50, 60 informations, voire plus, voire dans des très gros dossiers pour de la certification, de la conformité. On peut aller sur du millier de critères, des choses comme ça, pour aller effectivement analyser, valider et prouver la conformité des dossiers. Donc, c'est utile pour, je sais pas, des professions comme les avocats, tout le juridique, la lecture de contrats? Tout à fait. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la banque, l'assurance, le secteur public en particulier, aussi les retail. Les cas d'usage qu'on a le plus aujourd'hui sur le document, c'est vraiment tout ce qui est conformité et certification. C'est vraiment deux domaines dans lesquels on va lire massivement du texte et c'est là qu'aujourd'hui on intervient le plus, mais aussi également beaucoup dans la relation client où tout simplement il y a un enjeu de répondre très vite aux clients, il y a un volume en termes de contacts qui est énorme, que ce soit par le site, par les formulaires, par les emails. Et effectivement, à cet endroit-là également, on va proposer de l'automatisation de réponses. C'est ce qu'on voit déjà nous à notre échelle de citoyens lambda dans les emails. On a des types de réponses automatiques qui peuvent être proposées. Ça veut dire quand même que le logiciel doit être capable de comprendre, d'analyser le langage. Absolument. Et comprendre le langage, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour les machines, pour une raison simple, c'est qu'en vrai, pour un logiciel, c'est juste une suite de caractères et ça n'a aucun sens. Et en fait, donner du sens à du texte avec la machine, c'est toute la raison pour laquelle on a besoin d'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle pour beaucoup de la sémantique, c'est-à-dire que ça consiste en fait à prendre du texte et à dire, sur cette partie-là du mail par exemple, ça parle de obtenir une facture. Et dès lors qu'on sait que le client veut une facture et qu'on sait pour quel acte d'achat, eh bien c'est possible de proposer une automatisation qui soit de 100% ou presque. Et on va lui fournir la facture, on va l'attacher au mail, on va l'envoyer ou le proposer en brouillon de réponse à un interlocuteur.
Et alors, pour ça, en général, on parle beaucoup des techniques de machine learning, c'est-à-dire qu'on fournit finalement des exemples de texte et la machine finit par, enfin le logiciel finit par apprendre à reconnaître qu'effectivement il est dans un contexte de contrat, de lecture juridique et tout ça. Vous dites non, moi j'utilise pas de machine learning, j'ai une autre solution, ça s'appelle l'IA symbolique. Alors expliquez-nous ce que c'est. Eh bien, on s'est rendu compte que dans le machine learning, il y avait quand même un problème, quelque chose qui était un peu limitant, c'est qu'il y avait besoin de beaucoup de données. Et qu'à la fin, on se retrouvait avec un algorithme qui était ce qu'on appelle parfois boîte noire. Alors, ça n'a rien à voir avec la boîte noire des avions. C'est une boîte noire dans le sens où accéder au pourquoi et au comment de la décision n'est pas possible ou très difficile. C'est presque l'opposé de la boîte noire des avions qui permet de comprendre un crash, alors que là, au contraire, c'est-à-dire que c'est complètement opaque. On ne sait pas pourquoi l'IA a finalement pris tel ou tel chemin de décision. Exactement, c'est pour ça que je le précise, parce que c'est vraiment un contresens par rapport aux boîtes noires dans le sens habituel, mais dans l'IA, quand on parle de boîte noire, c'est une mauvaise chose, ça veut dire qu'on a du mal à comprendre la décision. Et alors, comment fonctionne cette IA symbolique là, qui se développe aujourd'hui dans les entreprises ? Eh bien, on a une opposition à ça, qui est un petit peu un grand fourre-tout, qu'on appelle l'IA symbolique. Alors, ça veut dire plein de choses, mais une idée cœur, ça veut dire que on va essayer de traiter les problèmes plutôt avec une mécanique logique, transparente et sur laquelle on capitalise. Quand on fait du machine learning, en fait, c'est peut-être finalement le machine learning qui est le plus contre-intuitif par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Le machine learning, ça consiste finalement à donner beaucoup de data et la machine trouve des corrélations dans la data et essaye de les reproduire. Donc c'est un petit peu à l'aveuglette, mais ça marche pas mal pour peu qu'on ait plein de data et qu'on cherche pas à aller sur quelque chose de trop précis. Et effectivement, comme on manque de toute manière d'ingénieurs en IA, c'est pratique de réutiliser toujours la même technique. Et c'est vrai, le machine learning, que ce soit pour du texte, pour de l'image ou des prévisions de foot, on a exactement, à peu de choses près, le même système. Alors que sur l'IA symbolique, on a toute une variété de choses qui existent. D'ailleurs, il y en a plein dans notre quotidien. Pourquoi on dit symbolique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On parle d'un symbole ? Alors, c'est vraiment un terme très théorique, symbolique. Moi, je l'aime pas. Je pense qu'il faudrait trouver un autre terme. On est en train de travailler dessus. Par exemple, chez Golem.in, nous, on fait pas du symbolique à proprement parler. On fait de la linguistique universelle ou de la grammaire universelle. Ça veut dire qu'on a mis le langage dans la machine une fois pour toutes. Effectivement, symbolique, à la base, ça venait du fait qu'on s'est dit que l'humain pensait avec des symboles. Et quand on dit symbole, il faut juste comprendre des concepts, en fait. Voilà. Et effectivement, on raisonne avec des concepts. Et quand on analyse du texte ou qu'on raisonne mathématiquement, on manipule des symboles, donc des concepts. C'est là d'où vient le mot. Donc quand vous dites on lui apprend le langage une fois pour toutes, ça semble énorme parce que nous-mêmes humains, on continue d'apprendre notre langue tout au long de notre vie. Comment la machine peut apprendre un langage une fois pour toutes ? Alors c'est pas tant l'intégralité du vocabulaire ou des mots, etc. C'est plutôt la mécanique linguistique. C'est-à-dire quand bien même effectivement on apprend des mots tous les jours. Par exemple, on sait comprendre un mot en fonction du contexte. Par exemple, un mot qui peut avoir plusieurs sens, c'est le mot orange. On sait que si on est dans un magasin de fruits, si on est en train d'acheter des crayons de couleur, on n'a pas spontanément la même compréhension de ce que veut dire le mot. Ça peut être aussi la ville, ça peut être aussi l'entreprise, ça peut être beaucoup de choses. Et on a cette capacité à comprendre d'où ça vient et vraiment avec un certain raisonnement logique, au point même que des fois on est capable de demander confirmation parce qu'on n'est pas sûr. Avec de l'IA basée sur de la grammaire universelle, donc qui s'inscrit plutôt effectivement dans une mécanique symbolique, on sait intégrer ça une fois pour toutes dans la machine. Mais ça veut dire aussi que ça ne peut fonctionner que pour des applications très précises. Parce que c'est un type de langage qu'on va apprendre à la machine. Alors ça marche à peu près pour tout. Chez nous, ça a une limite, c'est qu'on ne sait pas faire. Vous ne pouvez pas appliquer le même modèle à n'importe quel type d'activité ou lecture de texte. L'ambiguïté, par exemple, le cas que je viens de vous donner, s'applique dans toutes les entreprises. C'est-à-dire que vous avez effectivement un mot qui peut vouloir dire plusieurs choses. Un autre cas concret, par exemple, c'est quand vous achetez un produit. Souvent, vous avez une polysémie entre donc un mot qui veut dire plusieurs choses entre les marques, les noms de produits et des objets de la vie réelle. Donc ce problème, en fait, il se produit absolument partout. On ne rencontre pas le même vocabulaire en fonction des professions, des métiers. Absolument. C'est pour ça qu'une IA, une intelligence artificielle qui a cette capacité innée, ça ne veut pas dire que c'est une IA qui est complètement impossible à pénétrer ou à configurer. Ça veut juste dire que la partie évidente, toute la partie du langage est déjà là. Si je vous donne une espèce de comparaison, si vous recrutez quelqu'un par exemple pour travailler avec vous, vous allez certes lui expliquer le langage métier de l'entreprise, toutes les particularités, la liste des produits, des offres, mais vous n'allez pas lui apprendre à parler français. C'est pas possible. Golem.ai aujourd'hui c'est la même chose, c'est le principe effectivement de cette innée, c'est qu'il y a une grande partie qui est déjà disponible et c'est la partie évidente et ça permet de faire en sorte que la partie qu'on rajoute elle soit minime et donc ça va beaucoup plus vite. Est-ce que ça modifie, parce que je trouve que c'est tout l'intérêt de comprendre ce qui se passe avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre quotidien et au travail, est-ce que ça modifie la manière dont on interagit avec la machine, avec le logiciel et même peut-être est-ce que ça crée des collaborations ?
Oui, alors ça a quand même un impact, c'est que ça facilite énormément le fait de retranscrire l'explication. On a un problème en machine learning, c'est que quand ça ne marche pas, on doit rajouter de la data et on le fait un petit peu à l'aveuglette. Voilà. Alors, ça a plein d'avantages, mais ça, c'est un problème. Et en fait, de plus en plus, on essaie de trouver en machine learning de l'interprétabilité, c'est-à-dire regarder comment on peut voir à l'intérieur. Mais ça reste difficile. Quand on est sur une approche symbolique et qu'effectivement on s'écarte un peu de la statistique et qu'on va plutôt dans la logique, alors on peut regarder ce qu'il y a dedans. Et ça a un impact très concret pour les métiers. Quand ils travaillent avec de l'IA qui est transparente, ils savent pourquoi et comment un résultat est apparu. Et donc si par exemple ce résultat ne convient pas, qu'il est discutable, ils vont pouvoir effectivement savoir précisément pourquoi et éventuellement on peut modifier le comportement et on donne ce que mes clients appellent un petit coup de tournevis, très précis. Donc ça veut dire qu'on garde finalement la main sur la machine, une certaine forme de pouvoir et d'autorité dans nos métiers. On n'a pas le temps d'aborder la question de cet impact de l'IA au travail, mais je sais que selon vous, cette IA pourrait même sauver le travail. Absolument. Ce sont des questions importantes, mais qui peuvent quand même créer de la casse. On est d'accord s'il n'y a pas de politique aussi d'accompagnement de la société sur ces sujets. Ce sera le cadre d'une autre discussion qu'on aura dans Smart Tech, bien sûr. Merci Thomas Solignac déjà de nous avoir ouvert les yeux sur cette IA symbolique qui apporte plus de transparence et donc d'éthique. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Golem.ai. C'est l'heure de notre talk. Tout de suite, on va parler de la réelle ou non sécurité de la blockchain. Alors cette blockchain, ces crypto-actifs, les NFT, tout ça, voilà, quelle sécurité apporte-t-il réellement? On en parle avec Alexandre Tchatchenko, qui est cofondateur de Blockchain Partner, leader français de l'accompagnement dans les technologies blockchain et crypto-actifs, également cofondateur, membre du board de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques, et actuel directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Également autour de la table avec nous, Yosra Jarraya, qui est passionné, on m'a dit, par l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies et surtout la façon dont cette blockchain peut remodeler la société sur les questions notamment de souveraineté des données. En 2021, après une formation au MIT, vous fondez AstraChain, qui est une start-up qui propose une solution d'accès et de stockage sécurisé pour les fichiers qui ont de la valeur, notamment grâce à cette technologie blockchain. Donc, vous êtes deux convaincus par la techno-blockchain et la sécurité, j'imagine qu'elle offre aux transactions. Pourtant, cet été, on a encore eu une affaire, plus de 600 millions de dollars de cryptoactifs volés, avec une partie restituée 2 jours plus tard, comme pour mieux démontrer finalement la fragilité de ce système monétaire décentralisé. En tout cas, ça sème le trouble, je trouve, sur la confiance que l'on peut avoir dans cette alternative monétaire numérique. Je voulais avoir votre analyse déjà sur ce qui s'est passé cet été. Qui veut démarrer? Yosra. Bonjour Delphine. Effectivement, l'affaire a un petit peu semé le trouble cet été. Mais en réalité, si on prend un petit peu de recul, ce n'est pas la blockchain elle-même qui a été source de l'incident, mais l'intermédiaire qui s'est placé entre la blockchain et ses utilisateurs, Polynetwork en l'occurrence. Polynetwork, d'accord. Oui. Et en fait, la difficulté, c'est que la blockchain, sa force repose sur la décentralisation. Donc, dès lors qu'on va recentraliser chez un seul prestataire, alors on recrée un maillon faible dans le système qui, lui, peut être attaqué. Mais est-ce qu'on peut faire sans ces plateformes comme Polynetwork? Parce que finalement, à un moment, on a besoin d'un intermédiaire. En fait, théoriquement, aujourd'hui, les intermédiaires dans le monde des cryptos, ils servent surtout à acheter et à vendre. On a la possibilité, si on souhaite, de s'en passer complètement. Il y a des gens qui vont acheter, par exemple, des cryptos en cash directement, en particulier dans les pays en développement, où il n'y a pas forcément accès à ce genre de plateforme, ou alors où les gens n'ont pas confiance dans les plateformes centralisées. Mais après, la plupart des gens font encore la décision aujourd'hui, probablement par habitude, puisque c'est comme ça que fonctionne le système financier traditionnel, eh bien de ne pas sortir de la plateforme une fois qu'ils y ont acheté les cryptos. Et donc cette plateforme devient effectivement l'intermédiaire, Yosra parlait, au sens dépositaire des fonds, et il va faire en sorte de garder ces fonds-là pour le compte des clients. Mais en soi, l'intérêt d'un système décentralisé... C'est-à-dire qu'on recrée une banque, finalement, voilà, au milieu de cette blockchain où vont et viennent les transactions. Mais la différence majeure, c'est que dans le système bancaire traditionnel, quand on a des fonds dans un compte, on ne peut pas les retirer, si ce n'est en cash. C'est la seule façon qu'on peut avoir de les retirer chez soi.
Là, dans le système des cryptos, on peut, c'est pour ça que je dis les gens ne le font pas, mais théoriquement, ils peuvent le faire, c'est-à-dire ils retirent les fonds qu'ils viennent d'acheter, les cryptos. Imaginons, ils ont acheté 0,5 Bitcoin. 0,5 Bitcoin, on peut les transférer sur un portefeuille numérique personnel. Et après, la sécurité de ce portefeuille va dépendre de la sécurité de la personne en fait, qui va mettre. C'est comme si on a un coffre-fort chez soi. Si on laisse la porte ouverte et qu'il n'y a pas de clé, forcément, les gens vont rentrer beaucoup plus facilement. Donc c'est quand même l'idée qu'aujourd'hui, voler par exemple des bitcoins, c'est assez simple puisque à un moment, toute cette crypto-monnaie se retrouve ou sur les serveurs d'une plateforme ou dans un porte-monnaie électronique. Je dirais pas non plus que c'est assez simple, parce que par exemple, l'affaire Polynetwork a montré la difficulté ensuite à blanchir ces 600 millions. Ouais. Et comme vous le savez, il y a quelques jours, on a appris qu'ils avaient restitué en fait la quasi-totalité de ces fonds, parce que la blockchain étant très transparente et très décentralisée, Polynetwork a fait un appel à tous les utilisateurs à blacklister tous ces numéros-là de crypto-monnaies, de sorte qu'ils n'ont pas pu en fait avoir la liberté de réutiliser et de sortir ces fonds, comme le mentionnait Ça, c'est Alexandre. comme dans le monde physique où on a des numérotations des billets finalement. Pas complètement. Et pourtant, on a toujours des solutions pour blanchir l'argent. Exactement, parce que dans le monde physique, à partir du moment où on sort en cash, par exemple, notamment, cet argent n'est plus traçable du tout. Et donc, du coup, on peut très bien soit passer par des pays tiers qui vont être sur des listes noires, par exemple, soit directement blanchir en sortant l'argent en physique, en cash, ce qu'on n'a pas l'opportunité de faire en crypto. On ne peut pas blanchir de l'argent crypto. Non, pardon. En fait, en crypto, ce qu'on peut faire, c'est tenter de blanchir, mais comme le réseau est transparent, il restera toujours une trace. Donc, ce que font... Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des plateformes aussi qui existent pour blanchir de l'argent. Non, j'allais dire le plus avancé qu'on ait dans le monde des cryptos, et le problème, c'est que c'est toujours une zone grise, c'est-à-dire à chaque fois qu'on combat le blanchiment d'argent, on combat aussi la vie privée. Donc, il y a un équilibre à trouver pour pas que les gens se retrouvent à tout devoir dire tout le temps. Mais donc l'endroit où on va préserver à la fois la vie privée et aussi malheureusement le blanchiment une partie, c'est ce qu'on appelle dans la crypto des mixeurs, c'est-à-dire des gens qui vont permettre de mixer des cryptos entre elles, les ressortir pour qu'on ne sache plus d'où elles sont venues. Et donc effectivement, quand on utilise ce genre de service, c'est effectivement plus facile derrière de sortir sa crypto. Mais l'intérêt de passer par des plateformes régulées, en France on a une régulation sur les plateformes, c'est que justement ces plateformes doivent faire des diligences sur les bitcoins qui arrivent chez eux. Et donc mécaniquement, normalement, elles sont régulées au même titre que les banques, elles connaissent la même chose sur les transactions qui s'y passent. Donc c'est très compliqué. Et est-ce qu'elles connaissent l'identité? Parce que finalement, la question, c'est aussi comment fait-on pour remonter à l'identité d'un crypto-voleur? Ce qui est clé ici, c'est en fait d'avoir une forme de régulation, mais qui travaille main dans la main avec des nouveaux outils technologiques. Et on en parlait tout à l'heure avec Alexandre, c'est qu'on est en fait des champions européens qui peuvent être publics, privés, qui vont apporter cette régulation et faire le lien en fait sur à la fois la sécurisation de l'identité des personnes, mais aussi la sécurisation du réseau. Donc c'est ces personnes-là. C'est la même chose que quand vous montrez votre passeport de vaccination Covid. Mais en fait, c'est un grand groupe public qui gère ces codes et qui fait que quand on vous scanne, on voit juste que vous êtes vacciné. On n'a pas accès à vos données personnelles pour autant. Et donc, c'est le même type de mécanisme. Donc, on peut remonter aux crypto-actifs volés, pour schématiser, mais pas aux crypto-voleurs. Si on peut, si justement, en fait, c'est la différence majeure sur la plupart des cryptos. Je vais prendre Bitcoin parce que c'est la plus utilisée, mais sur Bitcoin, par exemple, le système, c'est le pseudonymat, c'est pas l'anonymat. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'effectivement, si on prend les centaines de millions de portefeuilles Bitcoin qui font des transactions tous les jours, effectivement, pour une personne lambda, c'est impossible de savoir qui se cache derrière les pseudos. Donc on préserve la vie privée. Par contre, la différence entre pseudonymat et anonymat, c'est que si on met les moyens, parce qu'une transaction est suspecte, parce qu'une transaction part d'une adresse qui elle-même a été impliquée dans un vol, etc., si on met les moyens pour savoir qui y a derrière, normalement, dans 99% des cas, on peut trouver qui y a derrière. Donc c'est un compromis. Donc on garde ce principe qui existe, qui est universel sur Internet, de possibilité d'identification derrière les adresses IP. Finalement. Alors, c'est pas vraiment universel, c'est même, j'allais dire, au départ même antinomique. C'est-à-dire que dans les premières années d'Internet, Internet a été créé pour ne pas qu'on puisse identifier on les identifie personnes. les machines.
Alors, et même, effectivement, on leur donnait des adresses. Ouais. C'est impossible de savoir qui y avait derrière une machine. Ça peut être quelqu'un, comme je peux prendre la place de quelqu'un d'autre devant son ordinateur, impossible de savoir. Et c'était un des avantages d'Internet, c'est que justement, on pouvait dire des choses de manière C'est anonyme, vrai, etc. exact. Donc là, c'est pareil. On a cette possibilité de préserver son pseudonymat, son anonymat pour une personne, j'allais dire lambda, qui fait juste des transactions. Mais dès qu'il y a des montants significatifs qui partent d'endroits suspects, etc., on l'a vu par exemple, je vais prendre des exemples de l'affaire Silk Road il y a quelques années, qui est une plateforme où on pouvait acheter et vendre de la drogue, des armes en Bitcoin. En fait, tant que la plateforme est petite, tout va bien. Il y en a des dizaines comme ça, donc on ne va pas remuer ciel et terre. Une fois que la plateforme est devenue importante, il y a eu 2 agents du FBI dessus, et 6 mois après, le fondateur était en prison à vie. Donc on peut faire ce genre de choses. Et justement, parce qu'on est quand même au tout début de cette émergence des cryptoactifs, cet emballement autour des crypto-monnaies, même de la part des États d'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà une organisation de lutte contre le cybercrime, le cryptocrime, ou c'est un peu tôt ? Non, enfin moi j'en connais pas aujourd'hui. La plupart des pays orientent aujourd'hui leur régulation sur les organes de régulation existants. Donc en France par exemple ça va être l'AMF qui va réguler les entreprises qui travaillent sur le secteur crypto, mais il n'y a pas d'entité spéciale créée pour le crypto-crime entre guillemets. Ok. Mais ce serait une bonne idée. Ça sera nécessaire, je pense, oui, quand notamment on arrivera à cet euro numérique ici. Yossra Jarraya, sur la différence, parce que je voudrais revenir à cette complexité de comprendre la blockchain, la différence entre la blockchain privée et la blockchain publique. Est-ce qu'il y en a une ou l'autre qui est plus ou moins sécurisée ? Alors, en blockchain, pour schématiser un peu, plus on est décentralisé, plus on est sécurisé. Et donc, la blockchain publique, c'est elle qui va offrir le plus de cas d'usage, de sécurisation de tout objet électronique de valeur, on va dire ça comme ça. Ça peut être des monnaies, ça peut être des documents de valeur, ça peut être les identités. Il y a énormément de cas d'usage possibles. Ensuite, la différence avec la blockchain privée, en fait, aujourd'hui, est un peu plus plébiscitée par les entreprises, parce qu'il s'agit finalement d'un conglomérat qui se met d'accord sur des règles du jeu et qui crée une sorte de blockchain, on va dire ça comme ça. Mais la blockchain, pour les puristes, ça va être la blockchain publique, celle où tout le monde peut participer et celle où il est quasiment impossible de casser le réseau du coup. Donc finalement, c'est là aussi un peu contre-intuitif, c'est la blockchain publique qui offre le plus de garanties de sécurité. Tout à fait. Mais c'est comme Internet. Parce que la blockchain privée a un modèle forcément un peu plus centralisé. Tout à fait. Un intranet, par exemple, va être dans les serveurs d'une entreprise, mais c'est un réseau informatique qui permet de gérer de l'information. Internet, c'est mondial, ouvert, public, et ça permet aussi de gérer l'information. Et on voit effectivement a posteriori, 20 ans, 30 ans après, que l'intranet a servi à optimiser des systèmes d'information internes, mais ce n'est pas sur l'intranet qu'on trouve Google, Amazon, Facebook, etc., puisque la partie la plus intéressante est effectivement sur Internet mondial public. Donc là, on retrouve la même dichotomie. Les blockchains privées sont souvent plus des bacs à sable sur lesquels on va travailler, on va essayer de faire des cas d'usage sans trop prendre de risques pour rester dans son propre environnement, etc. Mais la blockchain publique, à mon sens, doit être la ligne de mire de tout le monde, parce que ça donne par exemple des preuves universelles, ça permet de l'interopérabilité avec tout le monde, ça permet de s'envoyer de l'argent à travers le monde, ce que ne permet pas de faire une blockchain privée qui, à mon sens, du coup, encore une fois, est plus un bac à sable ou une première étape. Pour rassurer les porteurs de Bitcoin, d'ailleurs d'autres monnaies, est-ce qu'il est plus sûr, selon vous, d'avoir son argent dans un compte en banque ou sur un portefeuille électronique avec des crypto-monnaies, des crypto-actifs dedans ? Ça dépend. Quel est le niveau de sécurité ? Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre le coffre en banque et le coffre électronique ? En fait, il n'y a pas de réponse l'un est mieux et l'autre est moins bien. Parce que déjà, il y a une première chose, c'est que ça dépend de votre situation personnelle. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des États qui se lançaient dedans. Si vous êtes au Salvador, vous avez 3 chances sur 4 de ne pas être bancarisé. Donc en fait, la question ne se pose même pas, puisque vous n'avez pas accès au système bancaire. Donc la situation personnelle... Donc Salvador qui vient de reconnaître en fait la crypto-monnaie Bitcoin comme monnaie légale, donc qu'on n'a pas le droit de refuser et qui est acceptée pour tout type d'achat de biens et de services. Et donc après, si on parle d'une personne, j'allais dire, moyenne en France, il peut y avoir un intérêt fort à garder surtout des euros sur un compte en banque, ce qui est normal dans un pays où la plupart des gens sont bancarisés, les transactions se font par virement, c'est pas rapide, il n'y a pas trop de problèmes de confiance dans les institutions. Mais ce qu'on est en train de constater en ce moment, c'est que par exemple, avec la création monétaire actuelle depuis 1 an, depuis le Covid, on a l'inflation qui revient. On est à 5-6% annuel
en Europe, à plus de 7% aux États-Unis. 7% d'inflation, c'est en moins de 10 ans, vous avez perdu la moitié de votre patrimoine. C'est énorme. Donc, pour se protéger contre cela, et on voit des entreprises qui commencent à le faire, eh bien, elles transforment une partie de leur épargne du dollar ou de l'euro vers du bitcoin. Donc pour les particuliers, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si vous êtes un convaincu des cryptos, ce qui est mon cas évidemment, je ne vais pas avoir que 5% de mon portefeuille en crypto, je vais avoir beaucoup plus que ça. Mais pour une personne qui a, je vais dire, une appétence au risque normal, les recommandations de la plupart des gestionnaires d'actifs, ça va être entre 1 et 5% de son portefeuille en crypto-monnaie. Il y a quand même la question de la fluctuation du cours. Parce que vous parlez de l'inflation, mais alors sur la crypto, comment savoir combien vaudra mon portefeuille dans un an, dans 6 mois même? La volatilité du cours, c'est un sujet de court terme. Donc en fait, si vous rentrez dans les cryptos pour faire du trading à court terme, c'est sûr que la volatilité va vous embêter. Ou pas d'ailleurs, si vous êtes trader professionnel, ils aiment beaucoup la volatilité. Mais là, le cas d'usage que je viens de mentionner, par exemple, se protéger contre l'inflation, vous en fichez de savoir si la crypto est volatile, puisque vous avez un horizon à 5 ans. Et donc quand on regarde à 5 ans, en fait, la crypto sur les 12 années de vie qu'elle a eues, c'est chaque année plus 400%. Effectivement, quand on lisse. Mais donc, la volatilité est un sujet lorsqu'on s'en sert comme moyen de paiement, éventuellement, lorsqu'on s'en sert au quotidien. Mais lorsqu'on s'en sert comme réserve de valeur, on s'en fiche de savoir si demain ça vaut plus ou moins. Ce qu'on veut savoir, c'est que dans 5 ans, ça vaudra plus. Et donc ça, c'est ce qu'avait fait Tesla en utilisant la crypto pour sa trésorerie. Et ça, le dollar est vraiment très faible là-dessus, l'euro est très faible là-dessus. Toutes les monnaies fiat sont très faibles, puisque c'est le principe de l'inflation. Ouais. Chaque année, on peut être sûr que dans 5 ans, l'euro vaudra moins que ce qu'il vaut aujourd'hui. Donc Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme usage autour des cryptoactifs et des crypto-monnaies? Alors, en fait, c'est vrai qu'on parle énormément des crypto-monnaies parce que c'est le cas d'usage qui fait le plus parler, où il y a le plus de montants en jeu aujourd'hui. Mais en réalité, la blockchain, finalement, c'est une technologie de registre décentralisé. Et on peut donc imaginer un certain nombre de cas d'usage complémentaires pour sécuriser d'autres types d'informations de valeur ou d'actifs électroniques de valeur. Donc là, ça me fait penser aux NFT. Exactement. Par exemple, qui permettent d'avoir de lier en fait un objet physique ou virtuel à un certificat d'authenticité. Oui, par exemple. Donc les NFT, donc les non-fungible tokens, ce sont en fait des actifs électroniques uniques qu'on peut donc acheter, s'échanger. Avec des cas d'usage, j'allais dire, plus ou moins ludiques et plus ou moins sérieux. Mais ça veut aussi dire qu'on peut utiliser la blockchain pour gérer des choses aussi importantes qu'un registre de propriété pour un État, par exemple, qui détient les actions d'une société, la gestion sécurisée des identités. Donc en fait, le nombre de cas d'usage de la blockchain ne doit pas se limiter à simplement ces crypto-monnaies et leur volatilité. Il y a aussi d'autres possibilités et il y en a encore beaucoup qui sont en cours d'exploration. Il y a notamment un organisme non lucratif qui utilise la blockchain pour donner des preuves d'identité pour des migrants. Donc c'est pour ça le champ des possibles est aujourd'hui énorme et il ne faut pas limiter. Je trouve que c'est enfermer le débat dans quelque chose d'un peu petit que de se limiter à la question est-ce que je préfère payer en bitcoin ou en euros. C'est un sujet extrêmement important, bien sûr, mais la blockchain offre d'autres possibilités qui sont immenses. Oui, mais alors c'est pour ça que j'en reviens à cette question de la sécurité, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui 2 freins. D'abord, la compréhension, se faire sa propre culture sur ces sujets, et le deuxième, c'est la confiance. Est-ce qu'il y a des vols de NFT d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on dit que ce sont des jetons donc uniques qui ont une valeur très importante. Aujourd'hui, les œuvres d'art qui sont achetées sous forme de NFT le sont à plusieurs millions de dollars. Comment on sécurise son NFT ? Sécuriser un NFT, c'est pareil, parce que c'est pareil qu'une crypto, au sens où en fait un NFT c'est une crypto, mais qui a pour particularité d'être unique, distinguable par rapport aux autres cryptos. Mais le mécanisme de sécurité reste le même, c'est-à-dire qu'on a un portefeuille, on a des clés à gérer. Si on ne veut pas les gérer, on les passe à un tiers, mais c'est la même type de sécurité. Donc il y a pas Ce portefeuille, c'est nous qui avons la charge de sa sécurisation. Dans le cas où vous choisissez d'en prendre la charge. Mais effectivement, ce que les cryptos offrent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'alternative. On peut soit prendre la charge soi-même, soit la confier à un tiers.
qui assumera la charge. Et qui peut aussi donc être victime de failles informatiques finalement. C'est ça le plus gros risque. Mais comme j'allais dire, c'est comme dans le système financier traditionnel. Il y a des failles tous les jours, il y a des cartes bleues qui sont volées, il y a des paiements en ligne qui sont frauduleux. Mais on sait qu'on peut se retourner vers sa banque et trouver des solutions parce que ce sont des établissements aujourd'hui qui inspirent confiance. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça dépend d'où vous êtes. Les établissements bancaires inspirent confiance dans les pays de l'OCDE. Quand vous sortez des pays de l'OCDE, je pense que vous prenez une personne dans la rue et elle vous dira « j'ai pas confiance dans mes institutions centralisées financières ». Ça dépend des périodes aussi, parce qu'en 2008, je ne suis pas sûre que si on faisait un sondage dans la rue, tout le monde dirait « j'ai confiance dans mes banques dans la crise financière ». C'est vrai, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'on gagne justement la confiance dans ce système monétaire alternatif, décentralisé, dans ces prestataires vers lesquels on ne sait pas forcément si on pourra se retourner, s'ils vont disparaître, s'ils sont soumis à une réglementation protectrice? Il manque l'adoption d'une certaine façon, il manque la partie test. Je rappelle que tout ce dont on parle là n'a que 12 ans. Alors créer un système monétaire de nulle part en 12 ans, c'est très très compliqué et c'est normal qu'aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui comprenne. Je vais refaire mon parallèle avec Internet. En 1995, les journaux télévisés parlaient d'Internet comme le repère de la pédophilie et des terroristes. On voit que 20 ans après, c'est plus du tout le cas. On se sert tous d'Internet tous les jours. L'émission est diffusée sur Internet, donc on a besoin d'avoir cette phase de test. À ce titre-là, le Salvador va être très intéressant, puisqu'on va voir d'ailleurs si c'est un échec ou un succès. Ça reste possible que ce soit un échec, mais on va voir effectivement, à partir du moment où imaginons que ça prend la pente du succès, si les Salvadoriens peuvent payer en Bitcoin à très peu de frais, qu'ils peuvent recevoir des paiements de l'étranger, les paiements de l'étranger, c'est 20% du PIB du Salvador, où des intermédiaires vont prendre jusqu'à 10% de commission. Alors, si on enlève ces 10%-là, le Salvador gagne un PIB monumental. Donc si tout ça montre qu'il y a un succès, on parle déjà d'autres pays qui ont envie de suivre cette voie. On parle du Panama, de Cuba, de l'Argentine, du Brésil. Donc, une fois qu'on aura cette vague critique, si évidemment ça réussit, et forcément on aura l'adoption derrière. Et j'allais dire les pays au sens OCDE, donc développés au sens OCDE, eux vont avoir plus de mal à passer d'un système à l'autre parce que leur système marche. À l'inverse des pays en développement où le système souvent marche moins bien. De toute façon, là, je pense que le mouvement est lancé. On a même vu Visa qui a acheté des NFT. Donc, c'est parti. On va pouvoir faire du test and learn, comme on dit, en entreprise et des retours d'expérience. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur cette question de la sécurisation et de voir où se trouvaient finalement les failles dans ce système. Merci donc à Yosra Jaraya, fondatrice d'AstraChain, et Alexandre Tchatchenko, directeur blockchain et crypto chez KPMG France. On marque une petite pause dans Smart Tech et puis on se retrouve pour l'alerte cyber. On va voir comment les moyens sont mis en œuvre pour attirer de nouveaux talents dans la cyber. Et vous êtes bien sur la chaîne Bismart où vous regardez dès 11h tous les matins Smart Tech en direct. Smart Tech, l'émission qui est consacrée au monde du numérique et de l'innovation. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir en reportage chez l'un des précurseurs du rétrofit, cette technique qui permet de transformer un moteur thermique en moteur électrique. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal, fondateur du site zataz.com. Bonjour Damien. Bonjour Delphine. Alors, vous allez nous faire vivre aujourd'hui une compétition qui, je crois, était assez ludique, mais surtout unique en Europe, dédiée au hacking éthique que vous avez animé au Forum international de la cybersécurité qui se tenait à Lille la semaine dernière. C'est carrément ça, oui. C'était une grande première. Il faut savoir qu'au Forum international de la cybersécurité, c'est 3 jours dédiés aux conférences, dédiés à rencontrer des entreprises qui peuvent proposer des solutions de cybersécurité. On sait qu'on en a un énorme besoin en ces temps un peu troubles quand même sur les internets. Mais il y a aussi un énorme besoin d'hommes et de femmes dans la cybersécurité. Et le FIC, le Forum international donc de la cybersécurité, a proposé l'European Cyber Cup. La première compétition de e-gaming, donc de jeux, dédiée à l'ethical hacking. D'accord, et alors ça consiste en quoi? Il y a des épreuves spécifiques? Oui, alors c'est très fatigant. Alors moi je dis tout le temps que c'est un peu les Jeux Olympiques du clavier et des cerveaux. Pourquoi? Alors cette année, la mission c'était
5 CTF. Alors des CTF, ce sont des concours. Alors il y avait par exemple celui dédié au forensique. La mission était de trouver des traces de pirates informatiques dans une quinzaine d'épreuves. C'est l'école L'Epita qui avait mis ça en place. Ce sont des étudiants, on en parlera tout à l'heure. Et donc 15 épreuves où il fallait trouver des traces. Ensuite, il y avait un CTF, donc un autre concours, un autre challenge dédié au web. Ça veut dire quoi? Eh bien, trouver des traces correspondant à tout ce qui peut être numérique via l'Internet et le web. Ensuite, on avait le SINT, la recherche d'informations ouvertes, en source ouverte, alors les réseaux sociaux, des sites internet, Google pour pas le citer, mais Quant et compagnie, permettant de retrouver une enquête lancée et mise en place par l'école de guerre économique et la DRM, la direction du renseignement militaire. Alors, vous voyez, ça a fusionné des histoires vraies, bien sûr, un petit peu, édulcorées de vraies informations quand même, il ne faut pas exagérer, mais ça permettait à 10 écoles et 10 groupes d'étudiants et à 6 sociétés de se tester. C'est plutôt ludique, ça permet d'échanger, c'était passionnant, mais crevant. Ça veut dire que là, l'objectif, c'était pas forcément de chercher des failles, mais d'apprendre à retrouver des traces numériques, des preuves pour arrêter les cybercriminels. C'est carrément ça. Les fondateurs et aujourd'hui les propriétaires du FIC, façon de parler, Avisa Partners, a eu une excellente idée, c'est de proposer pendant 2 jours, cette possibilité de se mettre dans la peau d'un pirate informatique ou alors d'un chasseur de pirates informatiques. Et donc, du coup, ça permet de se tester véritablement. D'autant plus que dans les autres compétitions, il y avait ce qu'on appelle aussi les bug bounty. On en a déjà parlé, vous en avez déjà parlé à l'antenne avec Yogosha ou Yesuyak. Ces 2 sociétés proposaient aussi leur challenge lors de cette European Cyber Cup qui permettait là par contre d'aider véritablement 2 entités de santé dont la Croix-Rouge. Donc les gens pouvaient se tester sur des cas réels, donc jouer aux pirates, mais surtout au corsaire, celui qui va aider. Et là, il s'agissait donc de trouver des failles. C'est l'objet du bug bounty. En fait, on est récompensé quand on permet de corriger une faille en amont. Et les 2 sociétés que vous avez citées sont des sociétés françaises. On peut quand même s'en glorifier. Vous avez parlé de gaming. Je sais que c'était très fatigant aussi parce que vous avez dû beaucoup jouer, Damien, non ? Oui, alors il faut aussi admettre que j'ai trouvé ça génialissime. Bon, déjà les CTF et autres, c'est très important. Ça permet de se tester et ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes. C'était très 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 amical, c'était de vrais échanges. Mais il y a eu aussi une soirée jeux vidéo parce que clairement ça reste du ludique. Et pourquoi ? Les fondateurs, les créateurs de ce rendez-vous se sont dit, c'est aussi un moyen de faire venir des populations qui sont intéressées à l'informatique et qui peut-être pourraient s'orienter vers justement la cybersécurité. Donc énormes espaces dédiés à l'emploi, donc des CV, des cartes de visite se sont échangés tout le temps. Et donc cette soirée avec 2 streamers très connus, Orion et Étoile, qui sont des influenceurs du jeu vidéo. Et donc ça a été une soirée où les professionnels de la cyber se sont retrouvés à jouer à Mario Kart. Je suis totalement fan de l'idée. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, on pourrait recruter Étoile, qui est donc célèbre sur Twitch, pour traquer le cybercrime ? Alors, ce qui est très fort, c'est qu'il n'aime pas trop qu'on le dise, mais Étoile est un ingénieur aujourd'hui en cybersécurité. Mais là où c'est très fort, c'est que je prends l'exemple de la société Sogeti. 5 jours dans l'année, son équipe de CTF, de compétition, donc de challenge d'ethical hacking, ils ont 5 jours où ils peuvent s'entraîner. Et là, pour la petite blague, maintenant en plus qu'il y avait des compétitions de jeux vidéo, ils auront peut-être une journée supplémentaire. Bon, là, c'est moins sûr par contre. Bon, merci Damien Bancal. En tout cas, on voit bien que tous les moyens sont bons pour recruter des nouveaux talents dans la cybersécurité et attirer, pourquoi pas, même des gens sur Twitch et des gamers. Merci Damien Bancal. Je rappelle que vous êtes fondateur de Zataz.com et que vous nous faites l'alerte cyber dans Smartech régulièrement. À suivre, c'est notre reportage Ils font demain. On part à la découverte du rétrofit. Rétrofit, transformer un moteur thermique en véhicule électrique, c'est la promesse donc de cette technique. C'est un procédé assez innovant. Est-ce qu'il peut transformer la mobilité urbaine ? C'est ce que nous allons voir. En tout cas, Smartech est parti à la rencontre de l'un des précurseurs de ce rétrofit en France. Et nos reporters ont même pu tester une voiture de collection de 50 ans transformée en électrique. C'est un reportage donc de Cécilia Sévry et Cossélia Bouèche. Salut Cécilia, salut Bismart.
Il y a 6 ans, le rétrofit était quelque chose d'assez sommaire, donc c'était quelque chose d'assez artisanal. Que ça consistait aux États-Unis, pour la blague, mais c'est la réalité, c'était désosser des Tesla pour le mettre dans des véhicules anciens, on a le droit. En Europe, c'est plus complexe. Donc en arrivant en France, le rétrofit n'était pas autorisé. Et ce, depuis 1954, on ne pouvait pas changer un moteur d'un véhicule sans l'accord du constructeur. Et bien nous, avec plusieurs sociétés, nous sommes fédérés au sein d'une association de l'industrie du rétrofit électrique pour faire des propositions de sécurité et de possibilités industrielles, et on a réussi à changer la réglementation en moins de 3 ans. Un très très bon exemple de rétrofit, c'est une voiture ancienne. Prenez le cas de cette 504 Peugeot de 1971, donc il y a 50 ans, on lui a donné une deuxième vie, un moteur neuf et des batteries neuves pour les prochaines années, et je vous propose de faire un tour ensemble, Cécilia. L'autonomie, c'est combien ? Alors l'autonomie, elle dépend de chaque modèle, donc que ce soit une Fiat 500 ou une Twingo ou un camion, forcément on met plus de batterie. Là, sur celle-là, on a une autonomie qui est de minimum 160 km avec une batterie small, et on a une option batterie supplémentaire pour aller jusqu'à 220 km. Donc on pourra brancher sa voiture rétrofitée sur n'importe quelle borne électrique. C'est le cas actuellement, on peut se mettre sur tout le réseau avec une prise qui est une prise normale, de prise type 2, et donc on peut se plugger sur le réseau urbain ou chez soi. Et alors cette voiture par exemple, cette Carrera, on pourrait la rétrofiter? Alors toute voiture qui a plus de 5 ans peut être rétrofitée. Alors forcément ce véhicule, c'est un véhicule qui vaut très très cher, avec un moteur qui est quand même très apprécié des collectionneurs. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait chez Rétrofutur, on essaye de faire les véhicules qui ont des moteurs un peu ingrats, tous les véhicules un peu mal aimés du fait du moteur, parce que le moteur de la 504 n'est pas réputé pour être le moteur le plus exceptionnel qu'il soit. Et donc en fait, on redonne une deuxième vie à un véhicule qui est très apprécié pour son style, pour son esthétique, pour son châssis. Et on lui donne un petit plus avec un moteur qui remplace les problèmes d'avant. Sous ce capot, c'est à la fois très simple et très complexe puisque c'est de l'ingénierie. Vous avez des batteries qui sont faites ad hoc pour le véhicule, réparties en fonction du poids pour que le véhicule n'ait aucun risque de sécurité. Vous avez un moteur électrique qui est tout petit, quasiment cassable. Donc en plus, vous économisez par rapport à une vieille voiture les pannes et la maintenance annuelle qui parfois peut être assez douloureuse. Et vous avez tous les éléments de sécurité que sont la gestion des batteries et l'ordinateur de bord qui permet de contrôler le véhicule. La magie de ce qu'on opère, de ce qu'on fait, c'est qu'en fait on donne une deuxième vie à un véhicule qui a déjà été produit. Donc vous économisez en faisant du rétrofit, vous économisez un châssis qu'on n'a pas besoin de reproduire parce que il est déjà fait, il est déjà utilisé et surtout vous pouvez le rentabiliser pendant des années supplémentaires. Et ça c'est extraordinaire parce que c'est beaucoup de gaz à effet de serre, beaucoup de CO2 économisé. La preuve, un véhicule comme celui-là, c'est 67% de réduction de gaz à effet de serre en l'ayant rétrofité pour les 10 prochaines années. C'était notre séquence Ils font demain. Merci à tous de suivre Smart Tech sur le web, à la télé, en direct à 11h sur la chaîne Bismart, sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Excellente journée.